Alcatraz n'a jamais été simplement une prison de béton et d'eau glacée. C'est une énigme enveloppée de fils barbelés, noyée dans le brouillard et la légende. Pendant des décennies, le monde entier a fixé cette île déchiquetée de la baie de San Francisco en se posant la même question obsédante. Ont-ils réussi à s'échapper vivants? Aujourd'hui, en 2025, une nouvelle révélation vient de surgir, si précise, si calculée, qu'elle bouleverse toutes les anciennes certitudes. Mais n'attendez pas une fin parfaite et bien ficelée. Cette histoire ne parle ni de héros ni de méchants. Elle parle d'ombre, de science et d'une nuit silencieuse qui résonne encore de secrets inavoués. Que s'est-il réellement passé au-delà de ces murs de cellules? Et à quel point sommes-nous proches, jusqu'à maintenant, de connaître enfin la vérité? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va littéralement renverser tout ce que vous pensiez savoir sur la plus grande évasion de l'histoire américaine. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les histoires fascinantes et les mystères qui défient l'imagination, abonnez-vous immédiatement à Les Célébrités du Monde et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines actualités et histoires incroyables. Croyez-moi, vous ne voulez pas passer à côté de ce qui arrive ensuite. Le pénitencier fédéral d'Alcatraz, surnommé simplement le Rocher dans l'imaginaire collectif, se dressait comme le symbole ultime de l'approche la plus extrême du gouvernement américain en matière d'incarcération. Situé sur une minuscule île à 2 km des côtes de San Francisco, Alcatraz était à l'origine un fort militaire, construit dans les années 1850, avant d'être transformé en prison fédérale en 1934. Gérée par le Bureau fédéral des prisons, elle fut conçue pour accueillir les détenus jugés trop perturbateurs ou dangereux pour les autres établissements pénitentiaires du pays. Dès sa création, Alcatraz devait représenter la fin absolue de la ligne, une institution à sécurité maximale et privilèges minimaux destinée aux criminels les plus incorrigibles d'Amérique. L'installation pénitentiaire elle-même constituait un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie sécuritaire et d'architecture carcérale. Le bâtiment principal des cellules, construit entre 1910 et 1912, comportait 4 blocs de cellules, un réfectoire, un hôpital, une bibliothèque et des bureaux administratifs. Les cellules étaient minuscules, dépouillées et construites avec des barreaux d'acier à l'épreuve de tous les outils imaginables. Les prisonniers étaient comptés jusqu'à 13 fois par jour et le ratio gardien-détenu était le plus bas de toute la nation. Des détecteurs de métaux, des bombes lacrymogènes et des gardiens armés dans des galeries surélevées renforçaient la sécurité à chaque tournant de couloir. L'accès aux privilèges, comme le travail, les visites ou même la possibilité de parler pendant les repas, devait être mérité, rendant la vie quotidienne à la fois stricte et psychologiquement épuisante. Avec une capacité d'environ 312 détenus, Alcatraz était rarement remplie à sa capacité maximale. Elle a accueilli certains des criminels les plus notoires de l'histoire américaine, dont Al Capone et George Machine Gun Kelly. Les délinquants de catégorie super maximale étaient envoyés au D-Block, qui abritait le trou, des cellules d'isolement tristement connues pour leurs conditions inhumaines et déshumanisantes. La ségrégation raciale y était strictement appliquée, sans aucune intention de réhabilitation, uniquement le contrôle absolu. Au cours de ses 29 ans d'exploitation, la prison connut des améliorations majeures, notamment l'introduction de clôtures électrifiées, des systèmes de verrouillage mis à jour et des rénovations pour améliorer encore davantage la sécurité dans les années 1930 et 1940. Alcatraz fut finalement fermé le 21 mars 1963, principalement raison des coûts d'entretien astronomiques et de l'état délabré des bâtiments causés par la corrosion impitoyable de l'eau salée. Pourtant, c'est précisément cet héritage qui continue de captiver l'imagination collective mondiale. Aujourd'hui, gérée par le service des parcs nationaux comme musée historique, elle attire plus d'1 million de visiteurs chaque année. Les zones restaurées offrent un aperçu fascinant de ce qui était autrefois considéré comme le pénitencier le plus impitoyable des États-Unis, une forteresse où la brantière séparant punition et survie s'étompait dangereusement. Ses murs étaient impénétrables, mais sa légende l'était encore plus, jusqu'à ce qu'une nuit change absolument tout pour toujours. Alcatraz n'était pas simplement une prison ordinaire parmi tant d'autres. C'était un symbole puissant, une représentation concrète d'un message. Perchée sur une île battue par les vents violents de la baie de San Francisco, elle incarnait le dernier mot en matière d'incarcération américaine. Ce n'était pas juste un endroit pour purger une peine, Alcatraz représentait la destination finale où le système envoyait les détenus sur lesquels il avait complètement abandonné tout espoir. La conception architecturale de la prison, son isolement géographique absolu et ses routines implacables avaient créé une légende urbaine persistante.
L'évasion n'était pas seulement impossible, elle était littéralement impensable dans l'esprit collectif. Cette croyance inébranlable ne reposait pas sur du folklore populaire ou des histoires inventées. Elle était solidement renforcée par des statistiques implacables et vérifiables. Au cours de ces 29 années d'exploitation officielle, personne n'avait jamais été confirmé comme ayant réussi à s'échapper. Sur 14 tentatives d'évasion officiellement enregistrées, la plupart des fugitifs furent rapidement capturés ou abattus sans pitié, tandis que quelques-uns disparurent dans les eaux tumultueuses, présumés noyés par les autorités. Les courants traîtres et imprévisibles, les températures glaciales de l'eau et la distance pure séparant l'île de la terre ferme transformaient la baie elle-même en une barrière finale et infranchissable. Tenter de s'évader équivalait, selon tous les standards rationnels, à signer son propre arrêt de mort. Cette image de forteresse totalement hermétique était absolument essentielle pour le fonctionnement psychologique d'Alcatraz. Il ne s'agissait pas uniquement d'enfermer physiquement les criminels dangereux. L'objectif réel était d'anéantir complètement toute idée même d'évasion dans l'esprit des détenus. Les gardiens, les administrateurs pénitentiaires et le grand public avaient tous accepté et intégré le mythe selon lequel le rocher était absolument impossible à fuir, et ce mythe servait directement le pouvoir oppressant de la prison. Ce pouvoir psychologique subit une pression monumentale en juin 1962. Entre 22h et 23h le 11 juin 1962, 3 détenus réussirent l'impensable, sortir de leurs cellules verrouillées et disparaître complètement dans la nuit brumeuse. Frank Morris, John Anglin et Clarence Anglin s'évaporèrent littéralement. L'évasion provoqua une introspection nationale profonde et déstabilisante. À l'instant précis où Alcatraz fut vaincu ne serait-ce qu'une seule fois, elle perdit instantanément son aura d'invincibilité légendaire. Les répercussions psychologiques furent immédiates et dévastatrices. Là où se dressait auparavant une forteresse réputée impénétrable, il ne restait désormais qu'un mystère obsédant et troublant. Mais cette fois, contrairement aux tentatives précédentes, l'énigme persista indéfiniment. L'absence totale de conclusion définitive planta des graines de doute, puis de fascination collective, et finalement une légende bien plus grande que la prison elle-même. Aujourd'hui encore, l'évasion de 1962 n'est pas simplement un événement historique parmi tant d'autres, c'est un point de basculement dans la mythologie culturelle d'Alcatraz. La question de savoir si ces hommes ont survécu ou péri demeure sans réponse définitive. Ce qui est absolument certain, c'est que leur disparition même a fissuré l'Amérique dans un mythe qu'elle avait porté pendant des décennies. Cette fissure dans le rocher permit à la légende de s'échapper et de prendre vie éternelle. Frank Lee Morris était loin d'être un détenu ordinaire parmi la masse carcérale. C'était un criminel aguerri, doté d'un esprit brillant et d'un historique impressionnant d'évasion réussie, exactement le genre d'homme qu'Alcatraz avait été spécifiquement construite pour contenir définitivement. Orphelin à l'âge de 11 ans et condamné dès ses 13 ans, Morris passa la majeure partie de sa jeunesse à naviguer entre les foyers d'accueil et les institutions correctionnelles. Sa vie précoce d'instabilité l'avait endurci profondément, mais elle avait également aiguisé ses instincts de survie de manière extraordinaire. Avec un casier judiciaire impressionnant incluant braquage à main armée, possession de substances illicites et multiples tentatives d'évasion réussies, Morris fut transféré à Alcatraz en janvier 1960 après s'être échappé du pénitencier d'État de Louisiane. Dès l'instant où il franchit les portes, il réfléchissait déjà à la manière dont il en sortirait. Une fois arrivé à Alcatraz, Morris fut placé près de ses codétenus, John et Clarence Anglin, ainsi que Allen West, tous des hommes qu'il avait précédemment rencontrés lors de ses jours dans d'autres prisons du système fédéral. Avec leurs cellules côte à côte dans le même bloc, les hommes pouvaient chuchoter entre eux la nuit, formant silencieusement ce qui allait devenir l'une des équipes d'évasion les plus calculées et méthodiques de l'histoire carcérale. Morris assuma naturellement le rôle de leader incontesté, son intelligence supérieure et son expérience antérieure d'évasion réussie firent de lui l'architecte du plan qui allait ultimement ébranler la réputation d'Alcatraz jusqu'à ses fondations. Contrairement aux autres qui avaient tenté et échoué avant lui, Morris visait une exécution absolument parfaite et sans faille. Le groupe passa des mois entiers à creuser méthodiquement dans le béton endommagé par le sel sous les évents situés sous leur lavabo. Ils avaient volé des cuillères en métal, récupéré des lames de scie abandonnées et fabriqué artisanalement une perceuse alimentée par un moteur d'aspirateur pour percer le matériau en béton se détériorant progressivement. Morris produisit des grilles en papier mâché peintes avec des matériaux volés à la bibliothèque et à l'atelier d'entretien pour masquer leurs activités nocturnes. Même les sons de leur forage furent traités stratégiquement.
Maurice jouait de son accordéon pendant l'heure de musique, utilisant ses grincements pour couvrir le bruit des activités de creusement. Il n'y avait aucune improvisation ici, seulement une planification minutieuse, témoignant véritablement du génie tactique de Maurice. L'acte même de s'évader n'était pas simplement une évasion de prison, mais plutôt un défi direct au mythe de l'invulnérabilité d'Alcatraz. En cousant ensemble plus de 50 imperméables volés pour créer un radeau de 6 mètres sur 4 et des gilets de sauvetage, en utilisant des tuyaux de vapeur chaude pour sceller le caoutchouc, Maurice et les frères Anglin défiaient même les lois de la physique et de la probabilité. Ils convertirent même un concertina en une pompe à air de fortune pour gonfler leur embarcation. Officiellement, ils sont présumés noyés, mais aucun corps ne fut jamais récupéré et une lettre de 2013 contient des preuves troublantes suggérant le contraire. Que Maurice soit mort dans la baie glacée ou qu'il ait vécu une vie secrète dans la clandestinité, son évasion fut indéniablement la plus ingénieuse de l'histoire de 30 ans d'Alcatraz, prouvant que même le rocher pouvait être fissuré par l'intelligence humaine. John et Clarence Anglin étaient bien plus que deux simples détenus purgeant leur peine parmi tant d'autres. C'étaient des frères liés par l'adversité, la loyauté indéfectible et un désir implacable de liberté. Nés dans une famille de fermiers pauvres de la Floride rurale, ils faisaient partie d'une fratrie nombreuse de 13 enfants et avaient grandi en apprenant à survivre ensemble contre vents et marées. Ce lien fraternel profond devint la fondation même de leur évasion tristement célèbre d'Alcatraz. Leur vie criminelle, centrée principalement autour de braquages de banques, les conduisirent au pénitencier d'Atlanta, où leur tentative d'évasion répétée devint un tel problème que les autorités pénitentiaires les envoyèrent finalement à Alcatraz, la fin présumée de la ligne pour les fauteurs de troubles incorrigibles. C'est précisément à Alcatraz que les Anglin furent réunis avec Frank Morris, qu'ils avaient rencontré lors de séjours antérieurs derrière les barreaux. Les frères furent placés dans des cellules adjacentes à celles de Maurice et d'Allen West, ce qui leur permettait de communiquer et de collaborer secrètement. Avec Maurice comme le cerveau incontesté de l'opération, les Anglin devinrent des mains indispensables dans l'effort d'évasion. Pendant des mois entiers, ils aidèrent à creuser des trous à travers le béton en décomposition, utilisant des cuillères en métal et des lames de scie récupérées. Tandis que Maurice dirigeait l'aspect ingénierie du plan, les Anglin travaillaient sur la logistique et la dissimulation, fabriquant des couvercles d'aération en papier mâché pour déguiser les trous et rassembler des matériaux depuis leurs affectations de travail pénitentiaires. Ils aidèrent également de manière cruciale à préparer l'équipement d'évasion. Ils assistèrent Maurice dans la préparation des gilets de sauvetage et d'un radeau gigantesque de 6 mètres sur 4, confectionné à partir de plus de 50 imperméables volés et réutilisés. Les tuyaux de vapeur chaude de la prison scellèrent le caoutchouc, tandis qu'un concertina modifié fut utilisé comme pompe à air de fortune pour gonfler le radeau. Il était également crucial de connaître les routines quotidiennes de la prison et les matériaux accessibles via le système d'usine pénitentiaire. Chaque mouvement qu'ils effectuaient était calculé méticuleusement, chaque action soigneusement protégée par une autre illusion bien construite, y compris les têtes factices iconiques qu'ils aidèrent à sculpter à partir de savon, de dentifrice et de papier toilette balayés sur le sol du salon de coiffure. Les événements qui suivirent leur disparition figurent parmi les mystères les plus fascinants de l'histoire criminelle américaine. Des preuves ont émergé soutenant l'idée que les deux frères auraient survécu, même après la déclaration légale de leur décès en 1979. Outre la lettre de 2013 prétendant qu'ils se cachaient toujours, il y eut des cartes de Noël prétendument envoyées par les frères qui furent confisquées, et même une photographie de 1975 qui semblait les montrer au Brésil. Des entretiens télévisés avec des gardiens de prison et des membres de la famille évoquaient cet incident comme choquant et étrangement silencieux. Il n'y eut aucun son, aucune alarme déclenchée pendant la nuit. Si les Anglin ont survécu, ils ont réalisé non seulement une évasion physique, mais aussi psychologique, s'effaçant d'une prison conçue pour être inviolable et même de l'histoire elle-même. L'un des éléments clés qui a permis à Frank Morris et aux frères Anglin de disparaître sans être détectés fut la création de têtes factices étrangement réalistes. Ces leurres étaient si convaincants qu'ils trompèrent les gardiens effectuant les comptes réguliers de têtes. Sculptées dans un mélange bizarre de savon, de dentifrice et de papier toilette, les têtes furent soigneusement moulées pour ressembler à des détenus endormis. Les évadés les peignirent dans des tons chers en utilisant des fournitures artistiques volées à l'atelier d'entretien de la prison et les coiffèrent de vrais cheveux humains balayés sur le sol du salon de coiffure. Ces têtes n'étaient pas simplement ingénieuses, elles étaient absolument critiques pour le succès du plan. Pendant les vérifications nocturnes, les gardiens ne secouaient pas physiquement les prisonniers pour les réveiller. Ils regardaient simplement dans les cellules à la recherche de mouvements. Les mannequins placés sur les oreillers et partiellement cachés sous des couvertures donnaient l'illusion parfaite du sommeil.
Pour compléter la tromperie, les évadés assemblèrent des vêtements et des serviettes sous les draps pour imiter les formes de corps endormis. L'effet fut si impeccable que le premier contre-rapport du matin du 12 juin, alors que le trio avait disparu depuis des heures entières, que les gardiens comprirent que quelque chose n'allait pas. La tromperie s'étendait bien au-delà des têtes factices et incluait des cavités s'étendant dans les murs. Les prisonniers utilisèrent des couvercles en carton et en papier mâché fabriqués à partir de pages de magazines déchirées de la bibliothèque pénitentiaire pour camoufler les trous qui avaient été creusés pendant des mois. Ces fausses grilles ressemblaient parfaitement aux grilles d'aération à l'arrière de leurs cellules. Elles se fondaient parfaitement dans le mur, cachant derrière elles la route d'évasion béante. Les gardiens, jetant un coup d'œil dans les cellules, ne voyaient qu'une aération apparemment normale et scellée, alors qu'en réalité, un tunnel vers la liberté attendait derrière. Le plus remarquable dans cette illusion est sa résonance avec la tradition plus large de guerre psychologique derrière les barreaux, l'art de la tromperie cultivé par des hommes désespérés dans des lieux désespérés. Partout dans le monde, les tromperies ont aidé dans les évasions de prison, des lettres dissimulées dans des livres évidés, aux faux uniformes cousis à partir de chutes de blanchisserie. Pourtant, peu se compareront à la ruse d'Alcatraz en termes de détails et de mise en scène. L'agent du FBI qui travailla sur l'affaire, Michael Dyke, remarqua qu'ils ne se contenteraient pas de creuser pour sortir, ils répétèrent une performance, indiquant que l'évasion impliquait autant le psychologique que le physique. Les évadés créèrent une scène qui mystifia non seulement les gardiens, mais le système pénitentiaire tout entier. Leur cellule devint une scène cette nuit-là, et pendant quelques heures, les évadés furent des acteurs jouant le rôle fantomatique de disparus. La fondation même du plan d'évasion d'Alcatraz fut littéralement sculptée dans l'infrastructure en décomposition de la prison. Frank Morris, John et Clarence Anglin, ainsi qu'Allen West exploitèrent une vulnérabilité critique. Le béton endommagé par le sel derrière les évents d'aération sous leur lavabo. Pendant plusieurs mois entiers, les hommes émiettèrent lentement le matériau affaibli en utilisant des outils aussi simples qu'ingénieux. Ils volèrent des cuillères en métal du réfectoire et réutilisèrent des lames de scie abandonnées. Encore plus impressionnant fut leur perceuse artisanale fabriquée à partir d'un moteur d'aspirateur. Petit à petit, nuit après nuit, ils sculptèrent des tunnels d'évasion qui s'ouvriraient dans un corridor de maintenance non surveillé. Ce qui rendit cet exploit possible ne fut pas la force brute, mais une patience extrême et une précision chirurgicale. Les hommes travaillèrent méticuleusement pour éviter la détection, plaçant des couvercles en carton et des grilles d'aération en papier mâché sur les trous pendant la journée. Ces grilles furent peintes pour correspondre aux murs en utilisant des fournitures artistiques de la bibliothèque de la prison, leur permettant de se fondre parfaitement dans l'environnement. Les évadés coordonnèrent leur creusement pour coïncider avec l'heure de musique, une période quotidienne où les instruments pouvaient être joués. L'accordéon de Maurice, bruyant et grinçant, masquait les sons de grattage et de perçage, transformant le bloc cellulaire en une zone de construction clandestine. Une fois que les trous furent suffisamment grands pour ramper à travers, les évadés entrèrent dans le corridor non surveillé et montèrent à un niveau supérieur vide de la prison, où ils construisirent un atelier caché. Ici, ils stockèrent des matériaux et travaillèrent sur d'autres éléments d'évasion, le radeau et les paddles. Accès à cette section fut facilité par les conditions de détérioration de la prison, qui reposent sur les vestiges d'anciennes fortifications militaires. Certains anciens prisonniers et plus tard des enquêteurs rappelèrent comment les couches fondamentales d'Alcatraz pourrissaient et se brisaient, donnant précisément à ces quelques hommes un avantage pour travailler sans être détendus dans ces tunnels de maintenance anciens. L'une des courses les plus cruciales fut d'accéder au puits de ventilation au sommet même du bloc. Les hommes grimpèrent 9 mètres en utilisant des tuyaux de plomberie et arrachèrent le couvercle de ventilation. Ensuite, pour éviter les soupçons, ils moulèrent un faux boulon en savon et scellèrent la grille. Encore un exemple de souci de détail épargné. Au moment où les évadés firent leur mouvement, ils avaient littéralement construit un chemin complexe depuis leurs cellules jusqu'au RUF. Leur stratégie concernait bien plus que simplement sortir, c'était d'utiliser les propres faiblesses négligées de la prison, son âge et sa conception contre elle. Et dans ce faisant, ils ont réalisé ce que personne d'autre n'avait pu faire, une route d'évasion presque chirurgicale et non détectée hors du roc. Avec leur tunnel d'évasion complet et les niveaux supérieurs de la prison navigués avec succès, Frank Morris et les frères Anglin faisaient encore face à leur obstacle le plus intimidant, les eaux glacées et impitoyables de la baie. Les températures oscillaient entre 10 et 13 degrés Celsius et les courants étaient notoirement puissants. C'était précisément ces conditions qui avaient longtemps cimenté la réputation d'Alcatraz d'imperméable. Mais Frank Morris et les Anglais ne s'échappaient pas d'une cellule, ils s'échappaient d'une forteresse insulaire. Pour y parvenir, ils avaient fabriqué un radeau artisanal et des gilets de sauvetage, en utilisant plus de 50 imperméables volés. Un exploit d'ingénierie pénitentiaire qui démontrait à quel point leur détermination était profonde. Le radeau lui-même mesurait environ 6 mètres par 4 et fut construit dans un atelier de fortune que les évadés avaient installé au-dessus du bloc cellulaire. Les imperméables furent cousus ensemble en utilisant du fil pris dans des zones de travail de la prison, et les coutures furent scellées en faisant fondre du rebouca avec des tuyaux de plomberie trouvés dans la plomberie.
Après des mois de planification méticuleuse, le trio se trouvait enfin sur la rive nord-est de l'île dans la nuit du 11 juin 1962. Là, ils gonflèrent et lancèrent le radeau dans l'obscurité, se donnant une chance de voyager vers Angel Island, distante de moins de 3 km. Alors que l'évasion resta silencieuse jusqu'au lendemain matin, elle révéla lentement des indices sur son parcours. Une pagaie fut découverte par les gardes-côtes le 14 juin. Le même jour, un paquet scellé contenant les effets personnels des frères Englin fut trouvé. Une semaine plus tard, des morceaux du radeau s'échouèrent près du Golden Gate Bridge, suivis d'un gilet de sauvetage artisanal. Cependant, ces matériaux n'ont produit aucune trace des hommes eux-mêmes. De nombreux responsables, tels que le directeur de la prison, restèrent convaincus que les évadés s'étaient noyés. « Vous entendez le vent, n'est-ce pas? Et voyez-vous l'eau » demanda le directeur de l'époque Richard Willard dans une interview télévisée. « Pensez-vous que vous pourriez réussir ?» Chambers croyait cependant que la sophistication du radeau et la précision des évadés conduisaient à la conclusion qu'ils auraient pu survivre. Des analyses scientifiques ultérieures ont davantage indiqué que si l'évasion avait été lancée pendant une fenêtre de marée étroite, une telle évasion aurait pu réussir. Que la baie les ait engloutis ou qu'ils aient atteint la liberté, le radeau en imperméable demeure le symbole le plus innovant de défi contre la prison la plus sécurisée que l'Amérique ait jamais construite. Allen West était à l'origine l'un des 4 détenus qui aidèrent à planifier la grande évasion d'Alcatraz, mais il ne sortit finalement jamais. Prisonnier de longue batte à Alcatraz depuis 1957, West avait connu Frank Morris et les frères Anglin lors de ses jours précédents en prison, et leur temps partagé dans des cellules voisines leur permit de concevoir le plan ensemble. West fut impliqué dans chaque étape, creusant à travers le mur affaibli derrière son lavabo, aidant à rassembler des matériaux pour le radeau et les têtes factices, et contribuant à la construction de la route d'évasion. Mais dans la nuit critique du 11 juin 1962, West ne put pas percer le dernier morceau de béton à temps. Selon ses propres aveux, le tunnel de West était tout simplement trop étroit. Il avait mal calculé la taille ou échoué à retirer complètement la dernière section de ciment. Alors qu'il luttait pour élargir l'ouverture dans la panique, les autres ne pouvaient plus attendre. Le temps pressant et l'aube approchant, Morris et les frères Anglin procédèrent sans lui. West resta dans sa cellule, pleinement conscient que son opportunité unique dans une vie lui échappait. Son destin fut scellé non par la peur, mais par le plus petit des obstacles physiques, les derniers centimètres de béton émiettant qui ne cédaient tout simplement pas. Le lendemain matin, les gardiens découvrirent qu'une évasion avait eu lieu, et immédiatement après, West coopéra avec les forces de l'ordre. Il fournit une description détaillée du plan d'évasion, décrivant le chemin vers le corridor utilitaire, la route sur le toit et leur point d'arrivée prévu, Angel Island. Son témoignage devint la base de la chasse à l'homme qui s'ensuivit. Cela conduisit West à indiquer des preuves telles qu'une pagaie et des biens appartenant aux Anglin. Cependant, aucun des évadés ne fut jamais retrouvé, ce qui donna lieu à des soupçons selon lesquels ils avaient la présence de West à l'esprit pendant leur évasion et avaient changé leur itinéraire pour prévenir la capture s'ils parlaient. Allen West dut porter le fardeau d'un plan presque mis en œuvre. Bien qu'il ait échappé au risque de mourir de froid dans les eaux traîtres, il perdit l'opportunité de s'échapper vers la liberté. Suite à la tentative d'évasion ratée, West fut transféré lorsqu'Alcatraz ferma ses portes en 1963 et purgea sa peine. Bien que souvent éclipsé par ceux qui semblaient s'être évanouis, son rôle fut central dans l'évasion en fournissant le témoignage d'initié le plus complet. Dans le récit mythique d'Alcatraz, West se tient comme un témoin terrestre d'un vol qui aurait pu réussir. En 2013, plus de 50 ans après l'évasion qui stupéfia le monde, un nouveau rebondissement raviva l'intérêt pour le mystère d'Alcatraz. Une lettre, prétendument écrite par John Anglin, fut envoyée au département de police de San Francisco. Elle disait « Je me suis échappé d'Alcatraz en juin 1962. Oui, nous avons tous réussi cette nuit-là, mais de justesse. » La lettre affirmait que Frank Morris était mort en 2005, Clarence Anglin en 2008, et que John lui-même était en phase terminale et disposé à négocier sa reddition en échange d'un traitement médical. Le message déclencha une nouvelle vague de spéculation et incita les forces de Londres à examiner de plus près une affaire qui avait été considérée comme close pendant des décennies. Le FBI lança discrètement une enquête renouvelée. La lettre subit un examen médico-légal minutieux. Analyse graphologique, empreintes digitales et tests ADN furent effectués pour déterminer si la confession pouvait être légitime. Pourtant, malgré l'effort, les résultats furent non concluants. L'écriture ne correspondait pas définitivement aux échantillons connus des Anglin ou de Morris, et aucun ADN ou empreinte digitale utilisable ne pousse être confirmé. Cette ambiguïté laissa l'affaire suspendue entre croyance et doute. La lettre était suffisamment crédible pour suggérer qu'elle pouvait être réelle, mais manquait de preuves solides nécessaires pour prouver son authenticité.
Le grand public resta ignorant de l'existence de la lettre jusqu'en 2018, lorsque l'histoire fut révélée par l'affilié local de CBS, KPIX. Le timing et le contenu de la lettre, ainsi que des décennies de prétendues observations et affirmations familiales, fournirent de l'oxygène introductoire à un mystère qui ne mourra pas. Même avant que la lettre ne fasse surface, la famille Anglin affirmait qu'elle avait reçu des cartes de Noël des frères. Et il y avait une photographie très débattie de 1975 montrant prétendument John et Clarence au Brésil. Le texte de la lettre, avec sa référence glaçante à avoir survécu, voyagé à travers les États et vécu une vie tranquille dans la clandestinité, pourrait peut-être être la preuve la plus convaincante à ce jour que l'évasion aurait pu réussir. Le service des Marshals américains, tenant techniquement toujours l'affaire, a laissé toutes les portes ouvertes. Ce n'est que récemment, en 2022, qu'il a publié de nouvelles représentations vieillissantes de ce à quoi Maurice et les frères Anglin pourraient ressembler aujourd'hui, avec des appels publics pour de nouveaux indices éventuels. Certains enquêteurs et officiels restent convaincus que les hommes sont morts dans la baie, mais d'autres pensent qu'il y a tout simplement trop de questions sans réponse pour que l'affaire soit considérée comme close. Qu'il s'agisse d'une véritable confession ou d'un canular élaboré, la lettre de 2013 souligne des volumes sur la légende d'Alcatraz et nous a probablement rapprochés de la vérité plus qu'une lettre ne l'avait jamais fait. Pendant des décennies, la croyance dominante, détenue par les autorités pénitentiaires et les enquêteurs fédéraux, était que Frank Morris et les frères Anglin n'avaient pas survécu à leur tentative d'évasion d'Alcatraz. Les eaux froides et rapides de la baie de San Francisco étaient considérées comme une barrière naturelle impénétrable. Le directeur Richard Willard fait écho à ce sentiment lors d'une interview télévisée en 1964, demandant insistamment « Pensez-vous que vous pourriez réussir ?» Comme beaucoup à l'époque, il croyait que même si les hommes avaient réussi à quitter l'île, l'eau le réclamait. C'est cette croyance qui a soutenu la décision du FBI de clôturer l'affaire en 1979, déclarant les évadés légalement morts. Mais dans les décennies qui ont suivi, cette ligne dure a été de plus en plus contestée par la science. En 2014, un groupe de chercheurs irlandais a utilisé de la modélisation par ordinateur avancé pour reconstruire les conditions de tarée de la nuit du 11 juin 1962. Ils ont découvert que si les évadés avaient lancé leur radeau entre 23h et minuit, une fenêtre qui coïncide avec leur estimé de départ, ils auraient pu être portés par les courants vers Angel Island. Cette simulation contredit le récit longtemps survenu que les eaux étaient insurmontables, offrant un scénario de survie faisable si les hommes étaient précis dans leur timing. Le bon scientifique raviva l'intérêt et jeta une nouvelle lumière sur des décennies de rumeurs et de prétendues observations. À la suite des découvertes de l'étude irlandaise, la lettre de 2013 affirmant que les hommes avaient survécu et vécu des vies recluses gagna de nouvelles tractions. Avec les preuves découvertes, la pagaie récupérée, les effets personnels ainsi que des morceaux du radeau, il était désormais plausible que les hommes aient pu atteindre le shore vivant. Non seulement l'évasion était physiquement possible, elle aurait pu fonctionner si elle était exécutée avec le niveau de détail que les hommes avaient affiché tout au long du reste de leur plan. Alors que la preuve et la science s'accumulent derrière l'affaire, les Marshals américains ont déterminé qu'il serait improbable que des criminels comme Maurice et les Anglin aient disparu complètement dans des vies tranquilles et respectueuses. Néanmoins, le dossier reste ouvert. Aussi récemment qu'en 2022, des photographies vieillissantes et actualisées des trois hommes ont été publiées, ce qui implique que les forces de l'ordre n'ont pas complètement abandonné la recherche des fugitifs. La science a peut-être trouvé le vrai ou l'incomparable réel caché sous ce fait. L'évasion d'Alcatraz rémène une des mystères non résolus les plus fascinants de l'Amérique, une histoire où faits et possibilités luttent toujours pour la domination. Au-delà des graphiques de taré et des reconstructions médico-légales, l'ancienne curiosité à propos de l'évasion d'Alcatraz est quelque chose de beaucoup plus profond dans la culture américaine. Une obsession nationale pour déjouer le système. Pensez-vous qu'ils ont réussi à sortir vivants ou est-ce que la baie les a réclamés pour de bon? Faites-nous savoir votre théorie dans les commentaires en dessous. Si vous avez apprécié ce mystère fascinant, donnez un like à cette vidéo, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde pour d'autres plongées approfondies dans les vraies histoires criminelles et historiques, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer ce qui va suivre. Maintenant, découvrez la prochaine vidéo sur votre écran, vous ne croirez pas ce qui a été découvert.